Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Jean-Paul d'Antoine. Cette terrible histoire commence en juillet 2013 à Amiens, dans le quartier Saint-Acheul. Chantal Croiset, une retraitée, se volatilise mystérieusement sans laisser de traces. Pour ses voisins et pour son fils, c'est l'incompréhension. Pourquoi celle qui allait devenir grand-mère aurait-elle disparu? Dans un premier temps, les enquêteurs pensent au suicide. Depuis sa retraite, en effet, Chantal supportait mal de rester inactive. Mais plusieurs mois après sa disparition, coup de théâtre. Des éléments nouveaux relancent l'enquête. Et ce que vont découvrir les policiers va bouleverser le quartier tout entier. L'affaire Jean-Paul d'Antoine, un podcast inédit de Chroniques criminelles. Printemps 2015, dans le nord de la France. Les policiers sont sur les dents. Voilà des mois qu'une mère de famille de 55 ans s'est brutalement volatilisée. Alors qu'ils examinent sa ligne de téléphone portable, ils font une découverte cruciale. Cet indice inespéré les conduit sur la piste d'un mystérieux personnage. Un homme que personne n'aurait pu un seul instant soupçonner. Les enquêteurs ne le savent pas encore, mais ce qu'ils s'apprêtent à découvrir va traumatiser la région tout entière. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter 2 ans auparavant. Tout commence à Amiens, dans la Somme, une ville de province à l'atmosphère des plus tranquilles. Amiens, c'est la capitale de l'ex-Picardie, puisque maintenant ça fait partie de la région des Hauts-de-France. Tony Poulain, chroniqueur judiciaire au Courrier Picard. C'est, on va dire, une grande petite ville ou une petite grande ville. Les gens qui viennent de Lyon ou de Paris disent que c'est un très grand village. Il y a tout d'abord le centre historique, bien évidemment, la cathédrale. La référence, c'est la cathédrale et les quartiers s'articulent autour de cette cathédrale. Messaouda Yayaoui, avocate de la défense. On vit plutôt bien, c'est une ville plutôt verte, avec pas mal d'atouts. C'est ici, à Amiens, que Chantal Croiset habite depuis toujours. Cette femme de 55 ans est née dans cette région de Picardie, où réside également toute sa famille. Elle est issue d'une famille nombreuse, elle a 2 frères et 3 sœurs. Sophie Noakovic, journaliste au Nouveau Détective. Un fils, Jonathan, et 2 petits-enfants. C'est une famille très soudée. Une Chantal Croiset, c'est la 3e d'une fratrie. La dimension familiale, mon frère, ma sœur, c'est quelque chose. Jérôme Crépin, avocat des parties civiles. La famille, la notion de famille, c'est quelque chose chez les Croiset. Chantal vit seule, mais elle est très proche de son fils unique, Jonathan, qui a lui-même 2 enfants. Philippe, l'un des frères de Chantal, se souvient d'elle avec émotion. Elle était coiffée quand elle était jeune à la garçonne. Elle avait les cheveux comme ça, claqués comme ça. Philippe Croiset, frère de Chantal Croiset. Elle était courageuse. Elle donnait tout ce qu'elle avait. Et que c'était une personne qui voulait se débrouiller seule. Chantal Croiset est une personnalité dans son quartier. Et pour cause. Pendant de nombreuses années, elle y a tenu le Walter, un petit bar à l'ambiance très conviviale. Parmi ses amis, Patrick Dufresnoy, qui possède lui aussi un café. C'était une tenancière de bistrot, comme moi. Patrick Dufresnoy, ami de Chantal Croiset. Et forcément, dans ce métier-là, tout le monde se côtoie et se connaît plus ou moins. Et quand on est tenancier de bar dans un quartier comme ça, on est connu. Hein. Clémentine Biziot, journaliste police-justice. C'est vraiment une figure, tout le monde connaît Chantal. Toutes ces journées passées derrière son bar, à écouter ses clients raconter leur vie,
Grâce à son sourire et à sa gentillesse, Chantal Croiset fait l'unanimité. Je suis quelqu'un qui était très apprécié par les gens, jamais d'étincelles, jamais de problème. C'est Madame Tout-le-Monde, c'est une petite femme sans histoire. Dans cette tradition de région, il y a toujours du café sur le feu pour quelqu'un qui pourrait rentrer. Il y a une ouverture vers les autres. Pourtant, en ce début d'année 2013, Chantal n'a pas vraiment le moral. Voilà quelques mois tout juste qu'elle a dû se résoudre à fermer son bistrot. Elle avait des problèmes d'arthrose qui faisaient que c'était devenu insupportable sur la fin. Elle est sans emploi à ce moment-là de sa vie, ce qui n'est pas une habitude chez elle, hein. Plus avoir de contact avec les gens, quelqu'un qui côtoyait du monde tous les jours, c'est compliqué, quoi. Donc il faut s'y faire, c'est une autre vie. Chantal n'en continue pas moins de côtoyer ses amis et la plupart de ses anciens clients. Mais c'est sa famille, et en particulier son fils Jonathan et ses petits-enfants, qui l'aident à surmonter ce moment de sa vie. Elle avait tout l'amour pour ses petits-enfants. Elle avait qu'eux à s'occuper. C'était une très bonne grand-mère, très gentille. C'est une grand-mère courage, une battante, qui donne énormément d'amour à ses petits-enfants, à son fils. Dans ce moment difficile de sa vie, elle se raccroche à ça. Des frères et sœurs, un fils et ses 2 petits-enfants qu'elle aime par-dessus tout. Ainsi va le quotidien de Chantal Croiset. Une existence paisible, malgré les difficultés qu'elle doit traverser. Jusqu'à ce jour fatidique de l'été 2013. Amiens, le 29 juillet. Il fait très chaud sur le nord de la France. La ville est quasiment déserte. Jonathan, le fils unique de Chantal, comme chaque semaine, tente de joindre sa maman, puisqu'ils sont très proches et ils se donnent très régulièrement des nouvelles. Au plus, il se passe une semaine sans que la mère et le fils aient des contacts. Généralement, c'est même plus fréquent encore. Il est très étonné, il tombe directement sur le répondeur et sa mère ne le rappelle pas. Il essaye à plusieurs reprises, sans réponse. Voilà une semaine que les appels du fils de Chantal sonnent systématiquement dans le vide. Jonathan, qui possède un double des clés de sa maison, veut en avoir le cœur net. Il entre dans sa maison, il note rien d'anormal, les manteaux sont accrochés dans l'entrée, tous ses vêtements sont dans le placard. Il manque quand même certaines choses, il manque son téléphone et ses papiers. Sauf que c'est étrange puisque elle ne répond pas à son téléphone, elle n'a avisé personne. Difficile pour Jonathan de ne pas céder à l'inquiétude. Pas un coup de fil, pas le moindre message de sa mère, et maintenant, sa maison qu'elle semble avoir abandonnée du jour au lendemain. C'est pas le genre de Chantal, en fait. Bon, on est déjà un peu dans les familles du Nord, hein, où on part pas très loin sans donner des nouvelles et puis sans dire où on est. Donc, au bout de 2 semaines, on est le 12 août 2013. Jonathan, là, il se rend directement au commissariat de police d'Amiens et il va faire état de la disparition inquiétante de sa mère. Pour lui, c'est tout à fait anormal que sa mère ne réponde pas au téléphone, que son portable bascule directement sur sa messagerie. Cette disparition est absolument pas normale. Chantal Croiset étant majeure, pour les policiers d'Amiens, il n'y a pas de raison de s'affoler. Quoi qu'en pense Jonathan, son fils, elle aurait très bien pu partir de son plein gré. Il réalise néanmoins une rapide enquête de voisinage. Cette enquête, elle débouche pas sur grand-chose. On leur décrit une femme sympathique, sans histoire, qui crée pas de nuisance pour ses voisins. Les voisins vont pas avoir de choses particulières à dire, si ce n'est l'une des voisines chez qui Chantal devait passer le 28 juillet 2013. Cette voisine va expliquer aux enquêteurs que Chantal n'est jamais venue. Du côté du commissariat, voilà le scénario envisagé. Chantal aurait tout laissé derrière elle en n'emportant que ses papiers et son téléphone portable. Pour Jonathan comme pour Philippe, son frère, c'est tout simplement inimaginable.
C'est pas normal qu'elle était partie comme ça, disparue. Au début, on croyait qu'elle avait fait, je sais pas, qu'elle avait peut-être rencontré quelqu'un. Pour moi, c'est pas son habitude d'avoir des copains comme ça. Et ma sœur, elle était sérieuse. Elle s'est aperçue qu'il y avait un problème. Qu'est-ce qui a bien pu arriver à Chantal? C'est pas quelqu'un qui est parti pour les Amériques, comme on dit. C'est peut-être la personne dans la rue, dans le quartier, dont on se dit, mais il n'a rien pu lui arriver. Toujours aucun signe de Chantal. Les jours, les semaines, puis les mois passent, et rien ne bouge du côté de la police. Pour le fils de Chantal, pour tous les membres de sa famille, c'est l'incompréhension. Au bout d'un certain moment, j'ai été au commissariat, j'ai voulu être reçu pour demander quelle était l'enquête. Philippe Croiset, frère de Chantal Croiset. On voyait bien que ça ne s'avançait pas. Le commissariat était dans ce domaine-là et il n'a pas fait son travail comme il faut. Il n'y a pas d'investigations plus que ça qui sont menées à Amiens. Les proches de Chantal Croiset le savent et donc ils ne comprennent pas. Ils sont un peu désorientés et ils sont un peu agacés même à ce moment-là. Malgré l'insistance de Philippe, de Jonathan et des autres, la justice refuse toujours d'ordonner une enquête plus poussée. Selon le procureur d'Amiens, la théorie de la disparition volontaire demeure à ce stade la plus probable. Pour que des investigations soient enclenchées, il faut vraiment que la disparition soit jugée inquiétante. On n'a rien qui nous prouve que Chantal Croiset elle a été victime d'un homicide. Jérôme Crépin, avocat des parties civiles. Elle est partie de chez elle. On déclenche pas forcément tout de suite. Je dirais l'artillerie la plus lourde judiciaire qui consiste à ouvrir une information judiciaire contre X. Parmi les habitants du quartier, les plus folles rumeurs commencent à se propager. D'autant que depuis la fermeture de son bar, Chantal traversait une mauvaise passe. Son état s'était même aggravé ces derniers mois. Et puis surtout, il va y avoir des difficultés financières qui vont arriver à ce moment-là. Clémentine Biziot, journaliste police-justice. Elle a commencé à prendre des antidépresseurs et c'est vrai que c'est une période compliquée à ce moment-là pour Chantal Croiset. L'hypothèse d'un suicide finit même par se répandre dans le quartier. Du côté de sa famille, en revanche, impossible d'imaginer que Chantal ait pu décider d'en finir. Ma sœur, elle n'a pas un tempérament suicidé. C'était quelqu'un qui aimait la vie, qui aimait fêter, danser, sortir, voyager, manger, vous savez. Et puis les petits-enfants, elle adore ses petits-enfants, c'est vraiment tout ce qu'elle a. Elle aurait pas pu, ne serait-ce que pour ses petits-enfants, mettre fin à ses jours. Alors que les proches de Chantal veulent espérer, pas question non plus pour son fils de baisser les bras. Il n'a plus qu'une seule idée en tête, retrouver sa mère coûte que coûte. Tous les matins, quand il part au travail, il passe devant la maison de sa mère. Sophie Noakovic, journaliste au Nouveau Détective. Il accroche un mot sur la porte dans lequel il s'adresse à sa mère. Si tu lis ce message, donne-moi des nouvelles, je veux être sûr que tu vas bien. Ah, Jonathan, il lâche pas. Dès qu'il a un moment libre, il cherche sa mère, en fait. Tony Poulain, chroniqueur judiciaire au Courrier Picard. C'est devenu une obsession chez lui et il a aucun doute sur le fait qu'elle a pas pu partir volontairement. Le jeune homme prend la décision de mener ses propres investigations. Il passe le quartier au peigne fin et se rend même chez Patrick, dans le bar que sa mère fréquentait régulièrement. Son fils menait l'enquête de son côté. Il était venu chez moi pour me poser quelques questions. Et ici, il y a longtemps que j'avais vu sa mère, comment elle était, si elle était bien, si elle était moins bien. Patrick Dufresnoy, ami de Chantal Croiset. Moi, la dernière fois que je l'avais vue, elle était très bien. Il n'y avait pas de problème, mais on n'en savait pas plus, quoi. Pourquoi Chantal a-t-elle disparu si brutalement? Que lui est-il arrivé? Pour Jonathan, pour tous les siens, ces longs mois d'attente virent au supplice. On imagine tous les cas possibles.
si elle a été enlevée, si elle a été tuée, si elle a été violée, on les voit à la télé, tout ce qui se passe. Amiens, été 2014. Cela fait maintenant une année tout entière que Chantal a disparu, et toujours rien. Ne sachant plus quoi faire, c'est encore son fils qui tente le tout pour le tout. Jonathan, en désespoir de cause, il va se dire, bon, peut-être que la seule et unique solution qui me reste, c'est de faire du bruit et de médiatiser l'affaire. Et il décide de contacter la presse locale, en particulier le Courrier Picard, et il demande aux journalistes d'écrire des articles pour parler de la disparition de sa mère. Sollicités par Jonathan, les journalistes du quotidien régional s'interrogent. Que signifie cette mystérieuse disparition? Résultat, un premier article, puis d'autres sont publiés. Et après des mois et des mois de totale inertie judiciaire, le fils de Chantal arrache enfin une victoire. Jonathan va finir par avoir gain de cause presque 2 ans après la disparition de Chantal. Grâce à l'acharnement de Jonathan, à la médiatisation de cette affaire, les forces de police vont se mettre à enquêter beaucoup plus sérieusement que ce qu'ils n'ont fait jusqu'à présent. Cet appel à témoins lancé par la police et par un juge d'instruction d'Amiens près de 2 ans après la disparition de Chantal Croiset. La gérante du bar Le Walter a été vue pour la dernière fois en juillet 2013 à Amiens, dans le quartier Saint-Acheul où elle résidait. C'est la police judiciaire qui reprend à zéro l'affaire Chantal Croiset. Première priorité pour ces enquêteurs aguerris, étudier d'éventuels appels entrants ou sortants sur son téléphone portable afin d'essayer de la localiser. Et ils vont tirer un petit peu le seul fil qu'ils ont en leur possession, puisque il y avait aucun indice chez Chantal Croiset. Donc le seul fil qu'ils ont en leur possession, c'est cette ligne de téléphone au nom de Chantal Croiset. Et ce qui est étonnant, c'est que on va la reprendre au point où on l'avait laissée, avec le seul élément tangible, c'est-à-dire le téléphone. À ce stade, personne ne sait où se trouve ce téléphone. Il existe cependant un moyen technique qui pourrait permettre d'en savoir plus. Il est tout à fait possible de demander des réquisitions auprès d'un opérateur téléphonique pour savoir s'il y a des mouvements suspects qui ont eu lieu sur cette ligne téléphonique. Et là, c'est le premier rebondissement de cette affaire. On va s'apercevoir assez rapidement qu'il va être utilisé à quelques reprises. Le téléphone portable va parler, mais il va surtout se promener. Pour les hommes de la PJ, c'est une avancée déterminante. Soit Chantal est vivante, soit quelqu'un d'autre utilise son portable. Et grâce à la puce utilisée dans l'appareil, ils n'ont aucun mal à identifier cet utilisateur. Il est immédiatement convoqué. Il explique avoir acheté le téléphone, un Nokia, sur un vide-grenier dans le Nord, et il l'a acheté à une certaine Marianne. Marianne, c'est une voisine de Chantal. Donc, à ce moment-là, pour les enquêteurs, c'est une série de questions qui se posent. Mais que faisait cette fameuse Marianne en possession du téléphone de Chantal Croiset? Est-ce qu'elle est liée de près ou de loin à la disparition de Chantal Croiset? Par quel moyen cette voisine, Marianne, s'est-elle procuré le portable de Chantal? Pour le savoir, les policiers la placent en garde à vue et l'interrogent. Marianne explique qu'au mois de juillet 2013, elle s'est retrouvée en panne de téléphone et un ami du quartier Saint-Acheul lui a prêté un téléphone. Elle ajoute même qu'au bout de 2 jours, lorsqu'elle a voulu lui rendre le téléphone, il lui a dit « T'inquiète pas, tu peux le garder ». Et cet ami, c'est un certain Jean-Paul d'Ancoine. Jean-Paul d'Ancoine, il habite à seulement quelques centaines de mètres de chez Chantal Croiset. Clémentine Biziot, journaliste police-justice. Et donc, sur le champ, les enquêteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'intéresser à ce profil de Jean-Paul d'Ancoine. Pourquoi cet habitant du quartier, Jean-Paul d'Ancoine, se trouvait-il en possession du téléphone de Chantal? Pour la police, c'est à n'en pas douter un témoin important.
en interrogeant discrètement son voisinage, les enquêteurs sont intrigués, car c'est un drôle de portrait qui se dessine de cet homme de 51 ans. Jean-Paul d'Ancoine, c'est un homme assez impressionnant. Il fait quasiment 2 mètres. Sophie Noakovic, journaliste au Nouveau Détective. Très fin, frêle. On peut dire que c'est un grand dadais. On croirait que c'est quelqu'un qui a pris l'habitude de se baisser pour passer sous les encadrements de porte et Tony Poulain, chroniqueur judiciaire au Courrier Picard. qu'il en est resté légèrement voûté. Qui boite un peu, avec un visage très très court, avec un nez assez long. Messaouda Yayaoui, avocate de la défense. Donc une image assez particulière de cet homme. Un physique qui ne passe pas inaperçu et une attitude parfois étrange selon ses voisins. D'après eux, ce Jean-Paul d'Ancoine s'est installé dans le quartier Saint-Acheul 3 ans auparavant. Il y vit seul, dans une petite maison individuelle. C'est un quartier fait de petites maisons typiques amiénoises, des maisons en briques rouges qui ressemblent un petit peu aux maisons des corons du Nord. Le lien se fait naturellement avec les voisins qui peuvent habiter. Et puis il y a des comités de quartier également dans ces quartiers où il peut y avoir des activités. Donc il y a une vraie vie sociale et associative. Dans les rangs de la police, une seule certitude pour le moment. Jean-Paul d'Ancoine semble parfaitement intégré parmi la population du quartier Saint-Acheul. Lui qui a longtemps travaillé dans la région comme jardinier paysagiste. Malgré ses déficiences intellectuelles, Jean-Paul d'Ancoine va s'insérer dans la société, il s'en sort bien. La meilleure preuve, c'est que Jean-Paul d'Ancoine, il va occuper un emploi aux espaces verts à la mairie d'Arras. C'est que Jean-Paul d'Ancoine, il va être capable d'obtenir son permis de conduire. Un métier, une voiture, une maison individuelle, ainsi s'écoule le quotidien sans histoire de Jean-Paul d'Ancoine, dont tous les riverains connaissent ici la silhouette. Quelqu'un de gentil, qui était ouvert avec les gens, il discutait sans arrêt. Patrick Dufresnoy, ami de Chantal Croiset. Tous les jours, il réparait sa voiture, il était toujours à sa voiture, et les gens qui passaient sur le trottoir, il leur parlait, il avait du dialogue avec eux. Il donne facilement des coups de main. Ça peut être conduire en voiture un habitant du quartier à la gare, aider une mère célibataire à faire ses courses. Et c'est lui, Jean-Paul d'Ancoine, qui est de loin le voisin le plus serviable du quartier. Il a d'ailleurs tissé des liens d'amitié avec plusieurs de ses habitants, comme Chantal Croiset, à qui il rend régulièrement des services depuis quelques mois. Il a rencontré Chantal Croiset lors d'une fête du comité de quartier. Ils ont échangé, ils sont devenus amis de fil en aiguille. Il venait prendre le café chez Jean-Paul. C'était vraiment une relation amicale. Voilà, ils pouvaient passer un petit peu de temps ensemble. Alors, que faisait le téléphone de Chantal entre les mains de cet homme? Questionné par les enquêteurs, les témoins sont formels. Chantal apprécie beaucoup la compagnie de Jean-Paul d'Ancoine, mais aussi la façon dont son ami lui fait partager sa grande passion. Sa passion, c'est la musique. Il a du matériel de DJ impressionnant pour un amateur, presque de niveau professionnel. Il va proposer ses services de disc jockey. Il anime des soirées de comités de quartier, de clubs du 3e âge. Il organise des karaokés. C'est en découvrant ces images que les enquêteurs le réalisent. Jean-Paul d'Ancoine est bel et bien devenu, à sa façon, une figure incontournable du quartier Saint-Acheul. Il est quasiment présent à toutes les animations. Il va y avoir un anniversaire de plusieurs personnes âgées du quartier et Jean-Paul va se proposer de venir avec son matériel pour faire danser ces petites personnes âgées qui fêtent leur anniversaire. Lui, il est dans son élément à ce moment-là.
Et là, on sent que c'est vraiment ce qui lui plaît, en fait. À la fois se servir de ce matériel dont il est très fier, et puis se rendre utile, exister un peu dans le regard des autres. Jean-Paul d'Ancoine s'est donc littéralement fondu dans le paysage. Et parmi toutes les relations qu'il a pu nouer, il en est une qui pourrait intéresser les policiers. Jean-Paul d'Ancoine va créer des liens assez forts avec une jeune femme du quartier qui s'appelle Alexandra. Elle est maman célibataire de 2 enfants. C'était le voisin de mon grand-père et moi, au moment-là, j'étais en train d'aménager. Alexandra Leroux, amie de Jean-Paul d'Ancoine. Et mon grand-père, il m'a dit, si tu as besoin d'aide, je peux proposer à Jean-Paul de t'aider. Il aide beaucoup le quartier Saint-Acheul, il a une remorque, il aide les gens dans les travaux, dans les déménagements. Pour Alexandra, commence alors une relation amicale tout à fait sincère. Il faut dire que ce brave Jean-Paul a toujours le cœur sur la main. Il lui propose même un jour d'assurer l'animation de sa fête d'anniversaire. Il m'a dit, si tu veux, pour qu'on passe une bonne soirée, j'amène mon matériel de musique. Il avait ramené son matériel de musique et il avait fait un peu le DJ, quoi. Il avait parlé au micro, il avait chanté, et on s'est amusé. C'est la joie, la bonne humeur, il y a les enfants, il y a tout le monde qui danse, il y a le karaoké, on passe du Claude François. Jean-Paul d'Ancoine, ce voisin en or, paraît totalement inoffensif. Les enquêteurs sont alors loin de l'imaginer, mais cet homme qui n'est encore qu'un témoin potentiel dissimule de terrifiants secrets. Amiens, le 15 avril 2015. Chez les policiers, une seule chose est certaine. Ce curieux personnage s'est trouvé en possession du téléphone de Chantal. Et c'est ce fameux jour, lorsqu'ils arrivent chez d'Ancoine, que le coup de théâtre se produit. Il frappe à la porte, Jean-Paul leur ouvre. Sophie Noakovic, journaliste au Nouveau Détective. Et l'homme a une attitude qui les étonne beaucoup. Il hausse les épaules et il se retourne, il leur dit « c'est par là ». Les policiers vont avoir l'impression que ça fait 22 mois que Jean-Paul d'Ancoine les attend. Tony Poulain, chroniqueur judiciaire au Courrier Picard. C'est même à se demander s'il n'est pas soulagé de les voir enfin. Et il traverse la maison, la pièce où il entrepose son matériel de musique. Il ouvre la petite porte qui donne sur la cour et il leur désigne une poubelle installée dans le coin de la cour. Étrange manière d'accueillir des enquêteurs. Et très vite, ils comprennent pourquoi d'Ancoine les a conduits directement dans la cour, devant cette poubelle. Alors là, c'est une vision d'horreur qui attend les policiers, hein, quand ils soulèvent le couvercle du conteneur poubelle. Ils trouvent baignant dans un liquide verdâtre ce qui reste d'un corps, en fait. Et là, ils discernent, c'est un pied squelettique en état de décomposition avancée. Les policiers viennent de retrouver Chantal Croiset. Jean-Paul d'Ancoine avoue immédiatement l'impensable. L'odeur qui se dégage de la poubelle est suffocante. À l'intérieur, ce qu'il reste du corps de Chantal Croiset. Elle a été ligotée. Pour ces officiers de police habitués à toutes sortes de scènes de crime, c'est une vision insoutenable. Quand on découvre ça, je pense que ni les enquêteurs, ni qui que ce soit ne peut rester indifférent. Jérôme Crépin, avocat des parties civiles. Non seulement il l'a tuée, mais elle est dans une poubelle depuis des mois. Chantal, elle a disparu le 29 juillet 2013, donc on est plus d'1 an et demi après la disparition de Chantal Croiset. Clémentine Biziot, journaliste police-justice. Ça fait un temps fou qu'elle est probablement dans ce conteneur. Il y a presque plus de chair, hein. C'est un corps qui est décomposé. Et tous ces insectes, c'est abominable. Le jour même, la police judiciaire annonce l'affreuse nouvelle à la famille de Chantal.
En apprenant les circonstances de la découverte du corps, Philippe, son frère, est sous le choc. Et on a été tous... Puis d'un côté, on était contents qu'ils l'ont retrouvé quand même. Savoir d'où qu'elle était. Sauf que pour le retrouver comme ça... Philippe Croiset, frère de Chantal Croiset. Il y a de la tristesse dans l'état où on l'a retrouvé et on se demande qu'est-ce qu'il lui a fait. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Quant au fils de Chantal, Jonathan, il s'effondre également. Lui qui, depuis des mois et des mois, remuait ciel et terre dans l'espoir de retrouver sa mère. Pour Jonathan, c'est d'autant plus difficile que lors de sa propre enquête, il est passé des dizaines de fois devant la maison de Jean-Paul d'Ancoine, sans se douter une seconde que le corps de sa mère était caché là. Quand il a su qu'elle était là, il s'est dit, ben dis donc, d'être si proche. Elle était à 500 mètres de sa maison à Chantal. Une famille dévastée, un scénario digne d'un film d'épouvante, et ce voisin modèle que tout désigne comme le meurtrier. Alors comment et surtout pourquoi Chantal Croiset a-t-elle trouvé la mort? Le corps d'une femme disparue après près de 2 ans, retrouvé par la police dans la cour d'un habitant du quartier Saint-Acheul à Amiens. Il n'avait pas l'air méchant, parce que j'avais déjà discuté plusieurs fois de voiture comme ça. Chaque coup, j'ai demandé, ça va, pas trop de travail à faire sur la voiture. Il me dit non. Mais il n'avait pas l'air méchant. Hein. Je le connais, mais sans plus. Hein. Comme ça, le voisin, on le voit, on dit bonjour, et puis c'est tout. Hein. Dans le quartier, c'est la stupéfaction. Voilà presque 2 ans que Jean-Paul d'Ancoine cachait le cadavre de Chantal dans ses poubelles. Comment un voisin si dévoué, tellement apprécié de tous, a-t-il pu faire une chose pareille? Même interrogation parmi les policiers. Alors que d'Ancoine est placé en garde à vue, ils commencent par vérifier ses antécédents. Et ils vont aller de surprise en surprise. Alors les policiers, quand ils ont Jean-Paul d'Ancoine, une des premières choses qu'ils font, c'est d'interroger leur fichier. Et là, d'un coup, ça clignote en rouge, en fait. Pourquoi? Parce que Jean-Paul d'Ancoine a un passé judiciaire particulièrement chargé. En fait, il s'avère que dans les 20 dernières années de sa vie, Jean-Paul d'Ancoine, il en a passé 19 derrière les barreaux. Il y allait pour des faits graves. Dans un premier temps, pour viol. Et dans un deuxième temps, il est allé devant la cour d'assises du Pas-de-Calais, à Saint-Omer, cette fois-ci pour un meurtre. Dans les 2 cas, les victimes étaient des femmes. Un viol aggravé en 1989. Puis, le meurtre d'une femme commis en 1995 dans le nord de la France. 2 crimes pour lesquels il a été condamné à un total de 33 ans de prison. Et si, derrière ces 2 précédentes affaires, se cachait un criminel en série? L'APJ se plonge dans ces vieux dossiers. Objectif, essayer de percer le mystère Jean-Paul d'Ancoine et comprendre ce qui a pu arriver à Chantal. Octobre 1989, à Arras, dans le Pas-de-Calais. Jean-Paul d'Ancoine n'a que 25 ans. Par des relations communes, il fait la connaissance d'une femme que nous appellerons Pascal. Pascal est une jeune femme qui vit avec son enfant qui est âgé de 9 mois. Antoine Vaste, avocat des parties civiles. C'est une personne qui est assez vulnérable, qui n'a pas de gros moyens financiers. d'Ancoine lui propose de la conduire en voiture, car elle souhaite aller faire une course. Mais une fois en route, il bifurque, et il s'arrête dans un lieu isolé, à l'abri des regards. Pascal sort de la voiture, Jean-Paul d'Ancoine revient vers elle, la fait remonter dans la voiture, et il lui dit qu'il veut avoir un rapport sexuel avec elle.
Et là, Pascal, elle est terrorisée. Jean-Paul d'Ancoine devient de plus en plus menaçant. Il la gifle, il sort une bombe lacrymogène, il la gaze, et là, il va littéralement la violer. Impossible pour Pascal de tenter quoi que ce soit. Jean-Paul d'Ancoine, ce colosse, ne lui laisse aucune chance. Il finit tout de même par la raccompagner à son domicile. Elle dépose aussitôt plainte contre lui. Jean-Paul d'Ancoine, dans un premier temps, va reconnaître les faits, mais il va expliquer que il se trouvait face à une jeune femme qui est vénale. Et il met en place un système de défense. En gros, c'est de reporter la responsabilité sur Pascal. Tony Poulain, chroniqueur judiciaire au Courrier Picard. En disant, c'est elle qui vient vers moi, qui n'arrête pas de me demander de l'argent. Il explique que Pascal lui demandait sans arrêt de l'argent, 100 francs, 200 francs, 300 francs. Mais cet argument ne convainc pas la justice. Le jeune Jean-Paul d'Ancoine est condamné à 8 ans de prison pour viol par la cour d'assises de Saint-Omer. Il est libéré pour bonne conduite après 6 années de détention. En avril 1995, Jean-Paul d'Ancoine est sorti de prison depuis 38 jours. Même pas 2 mois. Jean-Paul d'Ancoine sort de prison et c'est par sa sœur qu'il va rencontrer Marie-Chantal. Un peu plus d'1 mois seulement après sa remise en liberté, d'Ancoine frappe à nouveau, toujours dans la région d'Arras. Il kidnappe Marie-Chantal. Le cadavre de cette femme de 41 ans sera découvert quelques semaines plus tard. Alors le corps de Marie-Chantal va être retrouvé en pleine campagne. La tête est enveloppée dans une serpillière et un sac plastique. Sophie Noakovic, journaliste au Nouveau Détective. Et son corps est recouvert de sacs poubelles. Évidemment, elle a des marques de coups sur le corps. Elle a également les mains qui sont ligotées. Des traces de violence, un cadavre retrouvé ligoté. À Amiens, les enquêteurs de la police judiciaire sont frappés par les similitudes avec la mort de Chantal Croiset. En exhumant ce premier dossier de meurtre impliquant d'Ancoine, ils font une autre découverte. Assez vite, il admet qu'il est à l'origine de la mort de Marie-Chantal. Et son mobile, à l'en croire, c'est l'argent à nouveau. L'argent, ça revient à longueur de temps dans son discours. Et lui, il présente Marie-Chantal comme une femme qui n'aurait eu de cesse de lui demander de l'argent. L'argent. Jean-Paul d'Ancoine avance systématiquement le même mobile. Mais il y a autre chose qui interpelle les policiers. Les profils de Marie-Chantal en 1995, puis de Chantal Croiset en 2013, sont assez similaires. À chaque fois, ce sont des femmes seules, célibataires, mères de famille. Clémentine Bizio, journaliste police-justice. Qui passent des moments difficiles de leur vie, qui sont dans des états de vulnérabilité, qui ont des problèmes d'argent. C'est des corps qui ont été ligotés et puis lâchement abandonnés comme des détritus. Là, c'est frappant. La première finit dans les sacs poubelles, la deuxième finit dans un container poubelle. On a une sorte de fil rouge dans la carrière criminelle de d'Ancoine. Des victimes très vulnérables, des crimes sordides, et ce scénario qui semble vouloir se répéter. Alors qu'est-il arrivé à Chantal Croiset dans la maison de Jean-Paul d'Ancoine ? Dans la salle d'interrogatoire, d'Ancoine fait face aux enquêteurs. Leur stratégie consiste à ne surtout pas le brusquer. Alors ils le questionnent d'abord sur la nature de sa relation avec la victime. Jean-Paul d'Ancoine va tenter de donner une explication aux enquêteurs qui est une explication un peu abracadabrantesque. Jérôme Crépin, avocat des parties civiles. Bon,
pratiquement en expliquant que c'est Chantal Croiset qui aurait suggéré que débute une relation qui ne soit plus seulement une relation de quartier, mais une relation intime. D'ailleurs, il explique qu'il l'a trouvée chiante, qu'elle voulait tout le temps le voir et qu'elle s'intéressait qu'à son argent. Les policiers n'en reviennent pas. C'est la même explication que d'Antoine avait avancée lors du viol de 1989, puis lors du meurtre qui lui avait valu 25 ans de réclusion criminelle. Un mobile auquel ne croient pas les proches de Chantal Croiset. Ça m'étonnerait que Chantal allait demander de l'argent à un gars comme ça. Philippe Croiset, frère de Chantal Croiset. Chantal, elle était pas comme ça. Elle se débrouillait pour travailler, c'est tout, mais pour de l'argent, moi je ne crois pas du tout. La famille de Chantal ne peut pas croire à la version d'Antoine. Et puis si elle avait eu besoin d'argent, on était là. Jamais elle aurait eu besoin d'aller quémander, d'aller mendier chez Antoine. Jean-Paul d'Antoine, lui, n'en démord pas. Pour le reste, il se montre tout à fait coopératif. Et voici le récit qu'il fait spontanément de cette journée du 28 juillet 2013. Chantal Croiset vient chez lui le matin, à l'heure des écoles, vers 8h. Ils boivent un café ensemble. C'est alors que Chantal lui aurait demandé de lui dépanner de 100 €. Elle avait des difficultés financières à ce moment-là. Et alors là, Jean-Paul d'Antoine, subitement, il s'énerve. Ça l'a mis hors de lui qu'on lui demande de l'argent. Pour lui, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Encore et toujours ces histoires d'argent. Quant à la suite de la scène, d'Antoine la raconte aux policiers avec un détachement pour le moins déconcertant. Il va reconnaître qu'il l'a étranglé. Messaouda Yayaoui, avocate de la défense. C'est ce qu'il dit d'emblée au service de police. Il voulait plus en fait l'entendre et demander de l'argent. Il se rapproche d'elle, il va poser ses énormes mains sur son cou, il va l'étrangler très très fort. Du fait du poids de Jean-Paul d'Antoine, elle va tomber. Sa tête se fracasse sur le sol, il va continuer à l'étrangler alors qu'elle est au sol, jusqu'à temps qu'elle décède. Chantal Croiset ne respire plus. Jean-Paul d'Antoine indique ensuite avoir dérobé le portable de la victime qu'il ne conservera que quelques jours. Mais il lui reste une chose à faire. Se débarrasser du cadavre. Jean-Paul d'Antoine va traîner le corps de Chantal Croiset à travers la cour, puis dans la maison. Et là, il descend le corps à la cave. Il explique d'ailleurs que la tête de Chantal va taper sur les marches et que des vêtements vont se déchirer. Le corps reste quelques jours dans la cave, en fait. Il sait pas trop quoi en faire. Et puis, il va expliquer qu'il a été prévenu d'une visite de la Société des Eaux. Tony Poulain, chroniqueur judiciaire au Courrier Picard. De venir inspecter le compteur d'eau qui est à la cave, et que là, il comprend que les gens qui vont se rendre chez lui vont découvrir le corps. Jean-Paul d'Antoine poursuit sa terrible confession. Prévenu de l'intervention du service des eaux, il explique aux policiers avoir été contraint d'agir vite. À l'aide de cordes, il va réussir à faire remonter au cadavre l'escalier de la cave. Et puis que, sachant pas trop quoi faire, il a vu ce conteneur poubelle dans sa cour. Et là, il va décider de la mettre donc dans ce gros conteneur à poubelle de 200 litres. Il met la tête la première en bas, et puis par-dessus, il va mettre une couverture, un rideau de douche, des grosses caisses, et il va expliquer aux enquêteurs que très régulièrement, il va revenir mettre de la javel pour s'assurer que l'odeur ne se répande pas. Une opération en partie réussie. Le corps de Chantal ne sera découvert que presque 2 ans plus tard, dans la cour de sa maison. Devant ces révélations fracassantes, c'est un frisson d'horreur qui secoue tout le quartier. Jamais on n'aurait pensé que
qu'il aurait été capable de faire ça, quoi. Patrick Dufresnoy, ami de Chantal Croiset. Beaucoup de gens qui ont été chez lui, surtout des femmes qui allaient chez lui boire le café, ont été surprises et ils se sont dit, j'en ai connu plusieurs qui m'ont dit, ça aurait pu m'arriver à moi, tu vois pas. Mais bon. Et s'il y en a une pour qui toutes ces atrocités ont de quoi glacer le sang, c'est bien Alexandra. Elle que son ami Jean-Paul faisait danser sur la musique de Claude François. En cette année 2014, le cadavre de Chantal croupissait chez lui depuis plusieurs mois. Le choc total. Je me disais, c'est pas possible. Dire que j'étais mangée dans son jardin, en plus qu'il y avait un corps à côté. Alexandra Leroux, amie de Jean-Paul d'Ancoine. J'étais choquée, terrifiée. J'ai dit, il aurait pu très bien aussi m'arriver quelque chose. Je pensais à mes enfants. Qu'est-ce qu'ils auraient fait sans leur maman? Je me dis, c'est pas possible. Ça aurait pu très bien m'arriver. Et d'ailleurs, j'en faisais des cauchemars. Je le voyais passer à l'acte. Je le voyais dans la pièce, dans la chambre, vouloir me tuer. Parmi les enquêteurs, en tout cas, une question demeure sans réponse. Pourquoi, lorsqu'il commet un crime, d'Ancoine fait-il immanquablement référence à l'argent? À chaque fois, il s'attaque à une femme qu'il considère comme vulnérable, qu'il considère comme avide. Antoine Vaste, avocat des parties civiles. Et rapidement, il en vient à considérer que c'est quelqu'un qui est insupportable à ses yeux parce que c'est quelqu'un qui en veut à son argent. C'est quelque chose qui revient constamment, comme si on ne pouvait pas l'aimer lui pour lui-même et que ça passait automatiquement par le don d'argent, comme si on achetait les sentiments. D'Ancoine ne serait-il pas en réalité en proie à des pulsions envers les femmes? Pour étayer cette hypothèse, la police interroge celle qui le côtoyait. À commencer par Alexandra, son amie. Et elle admet que Jean-Paul avait parfois un comportement bizarre. Alors des fois, sans me prévenir, il me dit « Tiens, j'ai ramené ça pour manger ce soir, on mangera ensemble. » Il n'a pas demandé mon avis avant. Il me regardait beaucoup. Par exemple, quand je faisais ma vaisselle, il est en train de me fixer. Souvent, il me regardait dans les yeux. Mais une fois, j'ai posé la question, t'as jamais eu de copine ou de femme? Il répondait pas. Ça, je ressentais une gêne. Il me répondait pas. Il bégayait, il se mettait à bégayer. Est-ce que finalement cette histoire d'argent qu'il sert à toutes les sauces, est-ce que c'est pas pour camoufler en fait un mobile sexuel? Est-ce qu'il n'a pas tout simplement voulu avoir une relation sexuelle avec Pascal? Clémentine Biziot, journaliste police-justice. Peut-être aussi avec Chantal, que ces femmes lui ont résisté et que il s'est transformé en un criminel et qu'il a violé ou tué. Dans l'affaire Chantal Croiset, impossible, vu l'état du corps, de savoir s'il y a eu des violences sexuelles. Mais il est un élément de la scène de crime qui interroge les enquêteurs. Chantal Croiset a été retrouvée dans la poubelle en partie dénudée et en partie couverte d'une jupe à franges rouge et noire qui ferait presque penser aux tenues de flamenco pour donner une idée de ce qu'était cette jupe courte. Alors très clairement, c'est un vêtement qu'elle n'a jamais possédé, qui correspond pas du tout à ses habitudes vestimentaires. Cette tenue n'a jamais appartenu à Chantal. Pour l'accusation, cet indice pourrait confirmer la piste d'une mise en scène à caractère sexuel. Derrière cette jupe, il y a la crainte légitime que peut ressentir la famille qu'il y ait eu un aspect sexuel dans le meurtre de Chantal. Est-ce que Jean-Paul d'Ancoine n'a pas, dans un espèce de fantasme morbide, été allé chercher cette jupe, l'a mise sur la dépouille? Enfin, c'est assez flou, mais en tout cas, ça pose des questions d'un mobile sexuel à ce moment-là.
Que signifie ce vêtement féminin retrouvé sur la scène de crime? Mis sous pression par les enquêteurs, Jean-Paul d'Ancoine refuse de s'expliquer. Quand on pose la question de la mini-jupe à Jean-Paul d'Ancoine, on se heurte à un de ces nombreux silences dès que les questions le dérangent un petit peu. Au bout d'un moment, il dit j'ai plus rien à dire de toute façon. Messaouda Yayaoui, avocate de la défense. Ce sera la même chose que toutes les autres cours d'assises et tout est déjà joué. Un dangereux prédateur sexuel aux moyens intellectuels pour le moins limités. Dans la tête des enquêteurs, un parallèle se dessine avec un redoutable tueur multirécidiviste, un certain Francis Holm. On est en droit de se poser la question, est-ce qu'on n'a pas affaire à un tueur en série? Puisqu'il y a une répétition, il y a un véritable mode opératoire. Et lorsque j'ai plaidé le second dossier, celui de Marie Chantal, j'ai dit à la cour d'assises, il ne faut pas qu'il y ait une troisième affaire d'Ancoine. Ça a été ma conclusion, malheureusement. On connaît la suite. En raison de son profil si particulier, Jean-Paul d'Ancoine parviendra-t-il à obtenir des circonstances atténuantes? Il risque désormais la réclusion criminelle à perpétuité dans l'affaire Chantal Croiset. Ce n'est pas un cas ordinaire qui est jugé depuis ce matin aux assises de la Somme. L'homme qui se trouve dans le box est un récidiviste. Il a déjà passé de longues années en prison. Au palais de justice, nous retrouvons Mickaël Guillot. Cet homme est jugé pour un meurtre commis 1 an après sa sortie de détention. C'est un homme au physique imposant qui est entré dans le box des accusés ce matin. Grand, costaud, le visage sévère, mais le regard vide. On a l'impression au début d'un personnage qui est un peu l'idiot du village, etc. On dirait en Picardie un grand gaga. Tribunal d'Amiens, 9 octobre 2017. Jean-Paul d'Ancoine offre le spectacle d'un homme totalement déconnecté de la réalité. Mais la cour s'interroge. Derrière ce visage, l'accusé ne cacherait-il pas une stratégie de défense? D'Ancoine, il se fait plus bête qu'il ne l'est. Jérôme Crépin, avocat des parties civiles. D'Ancoine, c'est la 3e fois qu'il passe à la machine judiciaire, hein, donc il connaît la mécanique. Hein. Et finalement, on peut se demander si Jean-Paul d'Ancoine ne joue pas sur sa déficience intellectuelle. Sophie Noakovic, journaliste au Nouveau Détective. Pour se faire passer pour fou et avoir pour conséquence d'être déclaré irresponsable pénalement. Une éventualité que le jury va tout simplement balayer. D'autant qu'après avoir tué Chantal, d'Ancoine a tout fait pour ne jamais attirer l'attention sur lui. Et s'il ne s'était pas débarrassé de son téléphone, il aurait pu commettre le crime parfait. La peine maximale. En un temps record, sans l'ombre d'un doute, les jurés ont rendu un verdict implacable. Perpétuité, 22 ans de sûreté pour Jean-Paul d'Ancoine. Dans le quartier Saint-Acheul, à Amiens, bien des années se sont écoulées. Les circonstances épouvantables de la mort de Chantal Croiset hantent toujours les habitants, en particulier Alexandra, qui était si proche de Jean-Paul d'Ancoine. Je ressens un peu qu'est-ce qu'elle a dû ressentir Chantal, la mort arrivée, les violences, elle a dû crier. En tant que femme, je me dis que c'est juste horrible. Alexandra Leroux, amie de Jean-Paul d'Ancoine. Elle est morte dans des souffrances atroces. Personne n'a pu la défendre. Je ressens qu'est-ce qu'elle peut ressentir, quoi. C'est horrible. Quant à Jonathan, le fils de Chantal, sans qui la vérité n'aurait jamais éclaté, il n'a plus que le souvenir de sa mère auquel se raccrocher. Et pour le reste de sa famille, pour son frère Philippe, rien ne pourra faire oublier cette tragédie. Vous savez, quand on a été élevé dans la même famille, on était proches. J'essaye de me reconstruire, mais c'est quand même dur.
Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percez les secrets des faits divers les plus marquants et plongez au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chronique criminelle. Pour ce podcast inédit, je vous emmène en Corse, au cœur d'une véritable tragédie familiale. C'est là que Jennifer Grant, 31 ans, disparaît sans laisser de traces un soir de janvier 2017. Pour sa famille, c'est l'incompréhension. Jennifer n'aurait jamais abandonné ses petites filles. Et l'inquiétude monte d'un cran lorsque sa voiture est découverte quelques jours plus tard, abandonnée dans un village des environs. À l'intérieur, son sac à main, mais sans sa carte de crédit ni son téléphone. Alors, que lui est-il arrivé? Et pourquoi son compagnon Loïc, lui, ne semble-t-il pas vraiment inquiet? La réponse dans ce nouveau podcast de Chronique criminelle. Janvier 2017, en Corse. C'est l'hiver, et il fait nuit noire sur ce petit village isolé. Alors que tous les habitants sont endormis, un individu charge discrètement un corps dans sa voiture. Il démarre son véhicule, puis disparaît vers une destination inconnue. Qui est cet homme? Et que s'est-il passé derrière les murs de cette maison? C'est le début d'une terrible tragédie familiale qui va traumatiser la région tout entière. Une histoire qui démarre quelques mois plus tôt, au nord de l'île de Beauté. Vescovato est une petite localité très pittoresque, posée dans la nature, à quelques encablures de la mer Méditerranée. La commune de Vescovate est un environnement assez rural, qui est situé à une vingtaine de kilomètres de l'agglomération de Bastia. Laurence de Roccaserra, avocate des parties civiles. Comme beaucoup de petits villages en Haute-Corse, c'est un lieu très convivial. C'est vraiment le petit village corse comme on l'entend et comme on peut l'imaginer. Cynthia Costa-Sigrist, avocate des parties civiles. Lorsqu'on ne connaît pas la Corse, paisible, tranquille. Dans ce village, qui est l'un des plus beaux de Haute-Corse, la plupart des habitants se connaissent. C'est magnifique, hein, c'est entre mer et montagne, voilà. Antoine Giannini, journaliste à Corse Matin. Des petites ruelles, très peu d'habitants, il fait bon vivre avec une très bonne qualité de vie. Le village n'est pas énorme, mais vous avez des gens qui vivent là, des agriculteurs, des gens du village, des gens d'origine. Sébastien Bonifay, journaliste à France 3 Corse. Et puis des gens qui travaillent à Bastia. C'est ici que vit Jennifer Grant. Cet enfant du pays a tout juste 31 ans et sa joie de vivre fait le bonheur de sa famille, en particulier de ses deux cousines, Alison et Amandine. Pétillante, toujours en train de faire la fête, assez explosive, c'est pas quelqu'un qui va se laisser marcher sur les pieds. Alison Prunetta, cousine de Jennifer. Elle a son franc-parler. Ça, on peut pas le nier. Moi, j'ai toujours considéré comme Jenny, la cousine toujours pleine de vie, joyeuse, à faire des blagues, à rigoler sans arrêt. Amandine Grant, cousine de Jennifer. À faire toujours rire la galerie, en fait. Et voilà, ça a toujours été ce côté, vraiment, c'était Jenny, quoi. Depuis plus de 10 ans, Jennifer Grant partage sa vie avec Loïc Janin.
Âgé de 31 ans, lui aussi, il est d'un tempérament bien différent de celui de la jeune femme. Loïc, physiquement, c'est monsieur tout le monde. C'est l'opposé, je pense, au niveau du caractère de Jennifer, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, de l'aveu de tous, très introverti. Loïc Janin est quelqu'un qui est assez discret, qui ne s'épanche pas très facilement. Jennifer et Loïc se sont rencontrés sur leur lieu de travail en région parisienne. Ils avaient 20 ans à peine, et depuis, ils ne se sont plus quittés. Donc ça a été assez vite entre eux. Je pense qu'ils se complétaient. Linda Piperi, avocate de la défense. Et l'un trouvait en l'autre ce qu'il recherchait. Il y a effectivement un coup de foudre instantané, mais c'est un coup de foudre réciproque. Gilles Antomarchi, avocat de la défense. La magie opère. La magie opère dans un amour qui va durer entre eux, qui va durer. Voilà 5 ans que ce couple très amoureux a quitté le continent pour venir s'installer à Vescovato. Loïc s'est parfaitement intégré à la famille corse de Jennifer. C'est une famille assez nombreuse, qui est assez soudée, qui vraiment l'a adopté comme un fils. Leur mot, quasiment à toutes, c'est de dire que c'était une perle, Loïc. On l'a vraiment recueilli comme un membre de la famille, quoi, pas comme le compagnon de Jenny. C'était pas du tout une pièce rapportée. C'était quelqu'un d'important pour la famille. Réunions de famille, fêtes de fin d'année, repas dominicaux, Loïc Janin a été adopté par sa belle famille, même s'il est d'un caractère plutôt discret. J'ai pas eu souvent de discussions réellement poussées avec lui, à part bonjour, au revoir, rigoler vite fait avec ses enfants. Mais c'est vrai qu'il était toujours en retrait, dans un coin de la maison, à regarder un peu ce qui se passait. Il vivait plutôt en famille, il se réalisait plutôt au sein de sa famille, ce premier cercle avec sa femme et ses enfants. Jennifer Grant et Loïc Janin ont 2 petites filles âgées de 3 et 7 ans. Comme tant d'autres jeunes mamans, Jennifer est attachée plus que tout à ses enfants. J'étais jeune, mais j'adorais les bébés. J'étais là, je voulais m'en occuper, je voulais lui donner mes biberons. Et elle me disait, regarde, tu la prends comme ça, tu fais comme ça. Et elle m'a appris beaucoup de choses. Et elle était très, très fière de nous montrer ce qu'elle était, en fait. Jennifer est employée dans une grande surface de bricolage. Loïc, lui, travaille comme agent de piste à l'aéroport de Bastia. Ils sont propriétaires d'une jolie maison située à la sortie de Vescovato. Ainsi s'écoule le quotidien sans nuages du jeune couple. Ils ont leurs 2 filles qui vont pouvoir grandir dans le jardin, qui vont pouvoir courir dans la forêt. C'est le retour à la nature, c'est le retour à la Corse, c'est le retour aux racines, c'est le retour à la famille. On se dit, tout va bien, ils arrivent à s'acheter une maison, ils ont des enfants, ils travaillent pour, et tout se passe bien. Une existence harmonieuse sous le soleil de la Corse qui s'interrompt brutalement le 28 janvier 2017. Ce jour-là, Loïc se lève et constate que Jennifer n'est pas là. Elle est sortie la veille au soir et elle ne semble pas être revenue. Loïc Janin, le samedi matin, est réveillé par sa fille. Et puis, il s'aperçoit que Jennifer n'est toujours pas rentrée. Donc elle est partie le 27 au soir et elle était censée revenir à 2 ou 3 heures du matin puisque lui devait prendre son service. Du coup, il n'a pas pu prendre son service à l'aéroport. Il va essayer de se renseigner ensuite dans la journée et en toute fin de journée, sur conseil de voisins, il va finir par appeler les services de gendarmerie pour signaler la disparition de Jennifer. Jennifer, dit-il, est sortie pour la soirée et elle n'est jamais rentrée. Cela fait maintenant presque 12 heures que la jeune femme n'a pas donné signe de vie. A-t-elle eu un accident ? Les forces de l'ordre s'assurent d'abord qu'elle n'a pas été admise dans un hôpital de la région.
Dimanche 29 janvier 2017, au matin. Toujours aucune nouvelle de la jeune mère de famille. Mais pour Amandine et Alison, ses cousines, aucune raison de s'inquiéter. Et je vois ma mère qui arrive dans la chambre en me disant « Oh, tu sais pas quoi ?» Et je dis « Non, qu'est-ce qu'il y a ?» Elle me dit « Jenny, elle a disparu. » Et je revois ma mère et moi rigoler et dire « Ouais, c'est rien de grave, elle va revenir. » Comme d'ailleurs toute la famille qui se dit « C'est rien, c'est Jenny. » Et de toute façon, elle a ses filles à la maison, elle va revenir. Je me dis, bon, moi je sais que quand je sortais, des fois ça m'arrivait de rentrer chez des amis, de dormir, de me réveiller un peu trop tard dans la journée. Donc je me suis dit, bon, il est dimanche matin, on est 10h, attendons de voir le dimanche soir. Les heures passent et Jennifer ne répond ni à ses cousines, ni à Loïc, son compagnon. Le voilà désormais seul avec leurs 2 filles, dans leur maison de Vescovato. Donc finalement, Loïc Janin explique à la famille qu'il a essayé d'envoyer des messages à Jennifer, elle ne répond pas. Il a essayé de l'appeler, pareil, elle ne répond pas. Antoine Giannini, journaliste à Corse Matin. La famille, pareil, a tenté également d'appeler Jennifer, mais le téléphone est éteint, donc finalement, il n'y a pas de contact. Impossible de joindre Jennifer. Interrogé par les gendarmes, Loïc Janin détaille les circonstances de son départ. Une soirée marquée par une dispute. Il explique qu'il devait sortir ce soir-là, que Jennifer lui a fait une scène. Cynthia Costa-Sigrist, avocate des parties civiles. Et qu'elle ne souhaitait pas qu'il quitte le domicile. Jennifer Grant l'en a empêché parce qu'il voulait simplement aller boire un coup, c'est ce qu'il raconte en tout cas aux gendarmes. Pour les enquêteurs, voilà qui pourrait constituer un début de piste. Loïc avoue qu'après 10 ans de vie commune, l'ambiance au sein du foyer n'était plus vraiment au beau fixe. En réalité, il y a vraiment un contexte de dispute conjugale. Il y a une usure, l'amour commence un peu à s'estomper et voilà, il y a une tension dans le couple et c'est palpable. Ouais. Dispute à répétition, incompatibilité d'humeur. Loïc précise que ce samedi soir, Jennifer était dans tous ses états et qu'elle avait consommé plusieurs verres de whisky. Finalement, lui, face à ça, pour apaiser les tensions, parce qu'il a un caractère plutôt sociable et qu'il est plutôt diplomate, il décide de rester. Bon, mais c'est très bien, je ne sors pas, tu peux sortir toi, mais ça n'apaise rien. Sébastien Bonifay, journaliste à France 3 Corse. Ils continuent à se disputer. Donc, effectivement, si elle a bu, qu'elle a pris la voiture, qu'elle est partie... Alors, imaginez le cocktail. 48 heures déjà que l'on est sans nouvelles de Jennifer Grant. Elle a disparu avec son véhicule au beau milieu de la nuit. Alors que l'obscurité retombe sur Vescovato, les gendarmes envisagent le pire. Il fait nuit. Vous conduisez, alors même si elle connaît les routes, elle est pas née là, elle est là que depuis quelques années. Ce sont des virages qui sont au bord d'à pic. C'est, autant se l'avouer, extrêmement mal éclairé. Hein. Vous n'avez pas un lampadaire entre Vescovato et la plaine. Évidemment que la famille s'inquiète terriblement, c'est-à-dire qu'elle a peut-être pu basculer dans un précipice, comme ça arrive malheureusement trop souvent en Corse. Le dimanche soir, son portable est toujours sur messagerie. Pour ses proches, une chose est sûre, Jennifer n'est pas du genre à disparaître tout un week-end. Inquiète, Alison se connecte alors sur les réseaux sociaux où elle a l'habitude de communiquer avec sa cousine. J'envoie un message à Jenny. Ma cousine, tu es où? Tu fais quoi? Réponds-moi, c'est important. Alison Prunetta, cousine de Jennifer. Et puis pas de nouvelles. Rien. Et là, on commence à flipper. On commence à flipper, à se poser plein de questions. Le lundi matin,
la famille de Jennifer ne sait plus quoi penser. Soudain, tout s'accélère. Des témoins signalent la présence de sa voiture dans un village proche de Vescovato. Et la voiture, on la retrouve et elle est fermée de l'intérieur avec la clé à l'intérieur. Ce qui est quand même extrêmement mystérieux. Cette voiture, elle est découverte fermée avec les clés à l'intérieur, le sac de Jennifer à l'intérieur. Dépêchés sur place, les gendarmes passent le véhicule au peigne fin. Ils constatent qu'il n'est pas accidenté. Mais, chose étrange, à l'intérieur, dans le sac à main de Jennifer, ils ne trouvent pas sa carte bancaire. Et ça n'est pas tout. Quand ils font leurs investigations autour du véhicule, ils tombent sur le portable de Jennifer Grant. Le téléphone, on le trouve un peu plus loin. Pas totalement à côté, un peu plus loin au bord de la route, jeté dans une rigole, cassé. L'écran est cassé. Une carte bancaire introuvable, un téléphone portable endommagé. Pour les enquêteurs, la piste d'une agression à caractère crapuleux commence à prendre forme. On est sûr qu'elle n'a pas eu d'accident. On retrouve son sac à main avec le téléphone jeté, sans la carte bleue. Laurence de Roccaserra, avocate des parties civiles. Ça laisse à penser qu'elle a peut-être été dépouillée, qu'elle a peut-être été molestée. À ce moment-là, ils pensent de suite à quelque chose de violent qui a pu se passer pour Jennifer Grant, une mauvaise rencontre. La jeune femme aurait-elle croisé quelqu'un qui en voulait à son argent? La rencontre aurait-elle mal tourné? Rapidement, l'affaire fait la une de l'actualité locale. La disparition de Jennifer Grant inquiète de plus en plus les autorités. Sa voiture a été retrouvée ainsi qu'un portable. Garé à proximité d'un cours d'eau à Uckerciolo, le groupement de gendarmerie de Haute-Corse inspecte minutieusement le lit des rivières. Soit à remonter ou redescendre les berges, soit éventuellement dans le Golo ou un peu plus profond, à effectivement voir si on ne serait pas en mesure de retrouver d'une manière ou d'une autre quelques indices, une trace qui nous permette de savoir qu'elle était présente à un moment donné. Sa disparition a choqué les habitants de Vescovato. De visu, je la connaissais parce qu'elle amenait ses enfants à l'école d'Arienne. Et comme j'ai la mienne aussi qui va à l'école d'Arienne, elle connaissait sa petite fille. C'était un jeune couple qui s'était installé sur la commune il y a 3-4 ans. Ils ont 2 petites filles scolarisées sur le groupe scolaire d'Arienne, de 3 et 7 ans. Bon, au premier abord, ça me paraissait une femme très, très sérieuse, sans problème avec qui que ce soit. Une jeune mère de famille qui s'est volatilisée depuis 4 jours. Parmi les habitants de l'île de Beauté, l'affaire Jennifer Grant occupe toutes les conversations. L'âge de la jeune fille, le visage qu'ils ont vu apparaître régulièrement sur les tracts, sur les affiches, sur les réseaux sociaux, ça avait donné un visage à ce drame-là. Tout ça crée un émoi dans la micro-région de Vescovato et surtout sur la Haute-Corse. Une émotion qui va se traduire par un vaste élan de solidarité. Des proches de la famille, des habitants du village ou de simples citoyens se portent volontaires. Objectif, retrouver Jennifer coûte que coûte. Tout le monde se mobilise pour participer aux recherches. Tout le monde se mobilise auprès des services enquêteurs. Il y a une activité qui est énorme et qui est remarquable, qui est même impressionnante parce que elle mobilise tout le monde. Et en Corse, on a plutôt tendance à se mobiliser pour ce genre de choses. Au sein de la famille également, la solidarité bat son plein. Pas question pour Amandine, la jeune cousine de Jennifer, de rester inactive. Du haut de ses 16 ans, elle insiste pour se joindre aux recherches en cours. Donc là, je réfléchis pas, j'appelle mes parents et je dis je veux participer au battu, je veux venir aider. Amandine Grant, cousine de Jennifer.
Je ressens le besoin d'être là, donc je veux être là. Et j'y suis. Donc on se regroupe tous et puis on fait des petits groupes de 3-4 et chacun part dans une direction. Donc on part sur des terrains, on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne sait pas où on cherche, mais on cherche. Mais on revient toujours aux bredouilles, quoi. On revient sans rien. Malgré de longues recherches à Vescovato et dans les environs, aucun indice n'est découvert. Et surtout, toujours aucune trace de Jennifer Grant. Pour Loïc et ses 2 enfants, c'est l'incompréhension. Plus les jours passaient et plus vraiment cette disparition devenait de plus en plus mystérieuse, inquiétante. Linda Piperi, avocate de la défense. Les 2 petites filles étaient vraiment très malheureuses. Loïc aussi, bien sûr. Il est entouré, évidemment, parce qu'on le voit comme une victime collatérale. Sébastien Bonifay, journaliste à France 3 Corse. C'est aussi une victime de cette affaire, autant que la famille, autant que les filles. Évidemment, c'est le compagnon. De son côté, la famille Grant apporte tout son soutien à Loïc. Et pour cause. Le jeune homme doit maintenant assurer seul la charge du foyer. Loïc ne va participer qu'à très peu de recherches. Il va participer à une battue à côté de la maman de Jennifer. Il était un petit peu en retrait, il s'occupait de ses filles. L'important pour lui à ce moment-là, c'était ses filles et il s'est occupé de ses filles. C'était vraiment son objectif. Loïc doit chaque nuit aller embaucher à l'aéroport de Bastia. L'entourage de Jennifer s'organise pour lui venir en aide. Les petites filles sont gardées par les proches parce que effectivement Loïc Janin doit continuer à travailler et il doit assumer l'école, la scolarité des petites. Personne ne l'abandonne. Tout le monde est à son soutien. 6 jours se sont déjà écoulés depuis que Loïc Janin a prévenu la gendarmerie de la disparition de sa compagne. Et depuis, pas la moindre nouvelle, aucune piste sérieuse. L'enquête fait du surplace. Pour la famille de Jennifer Grant, c'est un supplice. Gilles Antomarchi, avocat de la défense. C'est un supplice, c'est une attente. Vous avez l'espoir qui est en vous, vissé au corps. Les recherches se poursuivent aujourd'hui, une semaine après la disparition de Jennifer Grant. Cette jeune mère de famille de 31 ans n'a plus donné de signe de vie depuis le 27 janvier dernier. Seul son véhicule et son téléphone portable ont été retrouvés depuis. Les investigations sont désormais confiées à la section de recherche de Borgo, près de Bastia. Pour ces enquêteurs aguerris, une première évidence s'impose. La découverte du véhicule met un terme à toutes les suppositions. Laurence de Roccaserra, avocate des parties civiles. D'un départ volontaire de Jennifer. À ce stade-là, le départ volontaire n'est pas envisageable. Cynthia Costa-Sigrist, avocate des parties civiles. D'autant plus que Jennifer était trop attachée à ses filles. Pour moi, elle aurait jamais pu abandonner ses enfants. J'ai toujours eu le souvenir de Jenny, très proche de ses filles. Jamais elle aurait pu abandonner ses filles, jamais. Du côté de la famille, on ne lâche rien. En particulier, Alison, la cousine de Jennifer. Tandis que la piste d'une mauvaise rencontre hante tous les esprits, elle se lance à corps perdu dans les opérations de recherche. On est très inquiets, mais bon, après, on garde espoir. Hein. Pour nous, il y a toujours espoir qu'elle soit là. Elle est là, quoi. Elle est là. Il faut juste la trouver. Alison Prunetta, cousine de Jennifer. Après, on se serre les coudes. On a des gens
On a du soutien qui vient de partout, de tout le monde, des anonymes, des amis, des gens qu'on connaît pas, des quatre coins du monde. Et voilà, on leur dit merci. Merci qu'ils soient là parce que ça nous aide. Jennifer a un lien très particulier avec Alison. Elles sont cousines germaines, elles se fréquentent et Alison, dès la disparition de Jennifer, a pris les choses effectivement très à cœur. Les gendarmes, c'est eux qui nous disent même que ils vont avoir entre guillemets besoin d'aide parce que la surface est trop grande et on n'a pas assez d'éléments pour savoir où elle pourrait être. On lance un appel à témoins. S'il y a des gens qui ont entendu ou vu même quelque chose, qui n'osent pas dire forcément, qui ont peur, n'ayez pas peur. Si ça peut nous aider, faut pas hésiter à appeler le numéro de la gendarmerie. Alison n'a pas l'intention de baisser les bras. Mais elle est loin d'imaginer que pour elle et sa famille, le cauchemar ne fait que commencer. Les gendarmes ont écarté la piste du départ volontaire, mais ils n'ont rien qui puisse accréditer celle d'un acte crapuleux. Ni la carte bancaire de Jennifer, ni son téléphone portable n'ont été utilisés. Les pistes qui s'ouvrent au fur et à mesure se referment aussi vite. Parce qu'on se dit, ça n'est pas logique, ce n'est pas possible, ça ne peut pas être comme ça. C'est vrai que les enquêteurs ont investigué, je pense, sur toutes les autres pistes possibles. Ils ont fermé des portes. Alors que s'est-il passé cette nuit du 27 janvier 2017 ? Et où est la jeune femme ? Pour les enquêteurs, il reste une hypothèse à creuser, celle d'un différend conjugal entre Jennifer et son compagnon. Dès le premier jour, le père de famille leur avait confié que la vie de couple n'était pas si simple ces derniers temps. Et une chose les intrigue particulièrement. Loïc, à l'inverse d'Alison, la cousine, ne participe quasiment pas aux recherches. Les gendarmes commencent à se focaliser sur Loïc Janin. Antoine Giannini, journaliste à Corse Matin. Sa façon de se comporter, ou en tout cas ce qu'il peut cacher. Quand c'est votre compagne qui a disparu, vous êtes le premier sur le terrain à aller fouiller le maquis, à descendre au bord des rivières, à descendre dans les précipices. Non, lui, il voit ça plus ou moins de loin, et de temps en temps, il prend des nouvelles des recherches. Pour en savoir plus sur les relations au sein du couple, les enquêteurs vont interroger les proches. Tous sont unanimes. Une certaine forme de lassitude, ajoutée aux difficultés du quotidien, s'était installée entre Jennifer et Loïc. Elle s'ennuie, Jennifer, elle s'ennuie dans cette vie. Elle commence à s'ennuyer avec Loïc. Linda Piperi, avocate de la défense. Et puis, il y a les contraintes financières liées à l'achat de cette maison. Il n'avait pas des revenus qui étaient énormes. Ce sont des salaires qui sont proches du SMIC. Sébastien Bonifay, journaliste à France 3 Corse. Et donc, il faut payer ça. Et quand vous avez 2 filles, il faut aussi entretenir. Donc, ça coûte beaucoup d'argent. D'après les témoins interrogés, le couple se disputait très fréquemment. La raison ? Loïc aurait très mal vécu certains écarts extra-conjugaux de Jennifer. On se rend compte en réalité que Jennifer va petit à petit s'éloigner de Loïc, c'est-à-dire qu'elle va d'abord avoir des contacts avec des jeunes hommes par l'intermédiaire de réseaux sociaux. Et puis, elle a même, après, rencontré physiquement un de ses amants. Un couple à la dérive depuis plusieurs mois, et cette jeune femme qui disparaît brutalement, pour les enquêteurs, c'est peut-être le tournant de cette affaire. Faudrait-il chercher dans ces histoires d'infidélité ? Il y avait eu des difficultés au début de l'année 2016 avec une séparation qui avait été envisagée sérieusement, mais le couple avait décidé de se donner une chance et le couple s'était reformé. Ils ont eu une période de réconciliation qui a été pendant l'été 2016, qui a duré 2 mois. Le bonheur était revenu. Mais ce bonheur, hélas, sera de courte durée. Ces 3 derniers mois, en effet, les disputes auraient repris de plus belle dans la maison, à tel point qu'un jour,
Les voisins avaient même dû alerter la gendarmerie locale. Et là, ils s'aperçoivent que c'est vrai que les choses n'allaient pas du tout. Il y avait déjà une première intervention des gendarmes au domicile du couple. Au moment où ils arrivent, les choses se sont calmées dans le couple. Il y a quand même une chaise qui est cassée. Il y a Jennifer qui, dans les jours qui suivent, poste des photos d'elle avec des hématomes sur le visage et sur le bras. Jennifer aurait-elle été victime de violences conjugales? En consultant leurs fichiers, les enquêteurs découvrent qu'elle n'avait jamais déposé plainte. Mais une chose est claire, le couple était en pleine rupture. Jennifer avait pris la décision de se séparer de Loïc Janin et cette décision, elle était pour elle définitive, mais le couple cohabitait quand même jusqu'à ce que Jennifer trouve un appartement. Ils étaient déjà séparés tout en vivant sous le même toit. La séparation effective était très proche. Et donc, évidemment, c'est un moment qui est assez difficile. Hein. C'est le couple qui est à la fin de son histoire. Un couple qui se déchire et qui est contraint de cohabiter pendant des mois, ces ingrédients explosifs pourraient-ils constituer la clé de toute cette histoire? Les gendarmes ont de plus en plus de raisons de s'interroger. Donc on imagine que les tensions au quotidien sont extrêmement compliquées. Mais là, ça y est, elle avait trouvé l'appartement et le dimanche, le déménagement était prévu. Ce qui les interpelle d'autant plus que le départ volontaire de Jennifer a été écarté très rapidement. Laurence de Roccaserra, avocate des parties civiles. Dans le sens où elle devait quitter le domicile conjugal, s'installer avec ses filles et commencer une nouvelle vie. Ce départ imminent aurait-il envenimé les choses au sein du couple? Loïc n'aurait-il pas supporté l'idée de vivre loin de ses enfants? Pour les enquêteurs, c'est une éventualité. Ils se penchent alors sur les faits et gestes de Loïc juste après la disparition de Jennifer. Et ce qu'ils découvrent ne fait que conforter leur hypothèse. C'est-à-dire que Loïc Janin va aller rencontrer une secrétaire de mairie où il va aller demander... Gilles Antomarchi, avocat de la défense. Mais qu'est-ce qui se passerait pour mes enfants si en réalité je venais à disparaître? Et l'employée de la mairie de Vescovato, elle est extrêmement étonnée. Parce qu'elle ne comprend pas comment on peut penser à quelque chose pareil dans la situation qu'il est en train de vivre. Une scène surréaliste. Mais le plus étonnant reste à venir, car en examinant les SMS envoyés par Loïc le jour de la disparition de Jennifer, la gendarmerie obtient une avancée déterminante. Alors, il fait quelque chose qui a mis beaucoup le doute dans la tête des enquêteurs. C'est qu'il prend soin de prévenir par SMS une amie qu'il ne pourra pas la voir le soir comme c'était prévu. Un message où Loïc ajoute qu'il va devoir garder les enfants. Alors, comment pouvait-il être si certain que Jennifer ne réapparaîtrait pas? Il n'y a aucune preuve concrète contre lui. Mais la question se pose. Cacherait-il quelque chose aux enquêteurs depuis le premier jour? Section de recherche de Borgo, le 9 février 2017. Voilà 2 semaines que Jennifer ne donne plus aucun signe de vie. Les gendarmes ont la conviction que Loïc Janin est impliqué dans cette disparition. Ils le placent en garde à vue pour en avoir le cœur net. Et d'ailleurs, quand ils vont l'arrêter, le matin, il dit « Je m'y attendais, c'était normal, je suis le compagnon, je savais qu'à un moment, je serais mis en garde à vue ». Les enquêteurs pensent le mettre face à ses contradictions et obtenir très rapidement les aveux de Loïc Janin.
Mais les enquêteurs se heurtent vite à un obstacle. Faute d'indices matériels probants, ils n'ont pas grand-chose pour le déstabiliser. Juste un comportement troublant durant les recherches et des disputes à répétition dans le couple. Reste que Loïc n'a pas du tout l'air inquiet. Il comprend tout à fait ce qu'il fait là. Il n'est pas du tout énervé. Antoine Giannini, journaliste à Corse Matin. Il est plutôt calme. Il a une attitude très collaborative. Linda Piperi, avocate de la défense. Mais il reste sur son histoire de dispute et de départ de Jennifer. En fin de journée, à sa 5e audition, les enquêteurs n'ont toujours pas avancé. Loïc Janin n'en démord pas. Il se dit totalement étranger à cette disparition. Dans les propos, si vous lisez les premières auditions, vous vous dites... Sébastien Bonifay, journaliste à France 3 Corse. Il est droit dans ses bottes, il sait ce qu'il dit, quoi. Allant même jusqu'à dire aux enquêteurs, mais je vois où vous venez d'en venir, vous imaginez que c'est moi, mais non, en aucun cas. Cynthia Costa-Sigrist, avocate des parties civiles. Moi, je veux savoir ce qui est arrivé à Jennifer. J'ai besoin qu'on la retrouve pour ses filles, pour moi. Et en aucun cas, je suis responsable de tout ça. Pour les gendarmes, le résultat est là. Impossible d'obtenir quoi que ce soit. Et si effectivement Loïc n'avait rien à se reprocher? Et s'il s'était tout simplement trompé de suspect? Le doute commence à s'installer. Alors, il décide de changer de stratégie. Il s'enferre dans la position qu'il a soutenue pendant les 14 jours d'investigation. Voilà, il répète inlassablement les mêmes choses, il pleure quasiment tous les jours, et finalement, les gendarmes, dans cette garde à vue, ils lui donnent l'occasion de se soulager une bonne fois pour toutes. Avant de le conduire en cellule pour la nuit, les enquêteurs tentent le tout pour le tout. L'ayant mitraillé de questions pendant une journée entière, ils adoptent avec lui une attitude plus conciliante. Ils le prennent un petit peu par les sentiments, ils essayent de le rassurer, lui dire que c'est quelqu'un de bien et qu'il faut qu'il dise la vérité et qu'on pourra presque tout comprendre. Et ils veulent essayer de lui faire comprendre que s'il avoue, il pourra peut-être expliquer que c'est un coup de sang, qu'il le regrette. Et finalement, ils vont petit à petit emmener les auditions dans ce cadre-là, sous cet aspect-là. La technique va s'avérer payante. Le lendemain matin, c'est un autre Loïc Janin qui se présente aux gendarmes. Pour la 6e audition, il arrive et avant même qu'il le cuisine, il dit « je vais vous raconter, je vais vous dire ce qui s'est passé ». Il s'est peut-être dit que de toute façon, maintenant, c'était l'entonnoir, puisqu'en général, la garde à vue, c'est des questions en entonnoir, et qu'il était bloqué et qu'il valait mieux maintenant qu'il avoue ce qu'il avait réellement fait. Trop de pression sur ses épaules, trop de mensonges accumulés. Au 2e jour de sa garde à vue, Loïc Janin craque. Je pense que les mots des enquêteurs étaient tellement justes qu'il a dû y repenser, se dire qu'en fait, voilà, il ne pouvait pas continuer comme cela et qu'il fallait qu'il dise la vérité, parce que parler, c'est se libérer. Il s'est finalement effondré et confié, mais je pense que ça a été un soulagement en réalité pour lui. Le jour vient de se lever sur l'île de Beauté. Devant les enquêteurs, Loïc raconte à nouveau cette fameuse soirée d'hiver. Et il livre une version bien différente de celle qu'il avait racontée aux gendarmes le jour de la disparition. Au petit matin, quand il fait ses déclarations spontanées... Laurence de Roccaserra, avocate des parties civiles. C'est encore un peu de la faute de Jennifer. De suite, il va expliquer que dans le cadre de cette dispute, elle s'est emparée d'un couteau
que lui, dans un geste finalement de défense et de réflexe, a porté sa main ou ses mains, il n'en a pas le souvenir, au niveau du cou de Jennifer. Et à ce moment-là, c'est le trou noir, d'après ce qu'il explique. La vision de ce couteau entre les mains de Jennifer l'aurait rendu fou, et il se serait jeté sur sa compagne pour l'étrangler. Ensuite, il ne se souvient pas. Un trou noir, dit-il. Lorsqu'il reprend ses esprits, sa compagne est allongée au beau milieu du salon. Et manifestement, elle ne respire plus. Je pense que la première action qu'il aurait dû avoir, c'est effectivement appeler à minima les pompiers, essayer de la sauver, c'est ce qu'il dira plus tard d'ailleurs. S'il avait appelé les secours, peut-être qu'elle aurait pu être sauvée, on n'en sait rien, et appeler les gendarmes. Mais Loïc en a décidé autrement. Ses 2 filles sont alors endormies dans la pièce voisine. Face aux gendarmes, il poursuit sa terrible confession. Il est impensable pour lui, d'abord qu'elles assistent à cette vision-là. Et c'est en fait ça qui fait basculer sa décision. Et on a plutôt l'impression que très vite, il se dit « Comment je vais me sortir de ça ?» Que faire à présent du cadavre de Jennifer? Comment se débarrasser d'elle sans éveiller les soupçons? C'est une scène surréaliste où finalement, d'un état de panique, il arrive à reprendre son sang-froid. Et là, en pleine nuit, il a la lucidité quand même de déshabiller Jennifer qui était en pyjama, de la rhabiller, de la chausser, de prendre son sac, de prendre son téléphone. Et voici le scénario imaginé par Loïc. Laisser croire à un départ volontaire de Jennifer, suivi d'une mauvaise rencontre. Et pour cela, il faut qu'elle soit découverte le plus tard possible. Et à partir de là, il va la traîner jusqu'au véhicule automobile. Il charge Jennifer dans la voiture et il part. Il cherche un endroit où personne ne pourra voir le corps de Jennifer. Loïc n'a plus dès lors qu'une seule idée en tête. Abandonner le corps de sa compagne au fond d'un ravin et revenir chez lui à temps en espérant que ses filles ne se réveillent pas. Mais avant, il doit disperser les indices. Il ramène la voiture au domicile, il prend la voiture de Jennifer Grant. Antoine Giannini, journaliste à Corse Matin. Donc là, qui dépose à Querciol. Et là, il abandonne la voiture. Sébastien Bonifay, journaliste à France 3 Corse. Il laisse le sac. Il jette le téléphone. Il revient à pied, il y a à peu près 3 kilomètres, dans la nuit, à son domicile. Cynthia Costa-Sigrist, avocate des parties civiles. Et pendant tout ce temps-là, ses petites filles dorment toutes seules à la maison. Tout se déroule comme prévu. Loïc parvient à rentrer chez lui avant les premières lueurs du jour. Quant à ses 2 filles, elles n'ont rien entendu, ni rien remarqué d'anormal, hormis bien sûr l'absence de leur maman au petit matin. Loïc vient d'avouer le meurtre de Jennifer, sa compagne. Les enquêteurs doivent maintenant retrouver le corps de la jeune femme pour vérifier sa version. Après de passer aux aveux avec les gendarmes, il désigne l'endroit où il a déposé le corps. Donc les gendarmes suivent Loïc Janin et suivent ses indications. Il a du mal à retrouver cet endroit-là. C'est sur une route et en contrebas, avec beaucoup de végétation, avec des détritus, avec des poubelles. Le soir même, aux actualités régionales, c'est la stupéfaction. Après 2 semaines de mystère, la population corse tout entière découvre ces images.
Le corps d'une jeune femme a été retrouvé par les gendarmes à Luciane. Il s'agit de Jennifer Grant, 31 ans, disparue depuis le 27 janvier dernier dans les environs de Vescoat. Selon les premières constatations sur place, la victime portait des marques de strangulation. Son corps a été transporté en fourgon vers l'hôpital de Bastia pour une autopsie. Elle devrait permettre de préciser les circonstances de ce drame. Au terme de 14 jours d'angoisse et d'incertitude, le dénouement est insoutenable pour l'entourage de Jennifer. Alison et Amandine, ses cousines, s'écroulent d'un seul coup. J'appelle ma famille, j'appelle ma tante, la maman d'Amandine. Alison Prunetta, cousine de Jennifer. Pour lui dire qu'ils ont retrouvé un corps et on attend. On attend la confirmation. Et c'est pas elle, de toute façon, c'est impossible. C'est pas elle. Je suis dans le déni total. Hein. Amandine Grant, cousine de Jennifer. Je me dis c'est impossible. Le corps retrouvé est bien celui de Jennifer Grant. Je sors, je frappe dans les murs, je pleure et là, je m'effondre. Loïc Janin est transféré vers le tribunal de Bastia. Poursuivi pour homicide volontaire sur conjoint, il est aussitôt placé en détention provisoire. Du côté des proches de la victime, c'est le choc. Surtout lorsqu'ils réalisent que pendant 14 jours, Loïc n'a rien laissé transparaître. Bien au contraire. Toute la famille s'est vraiment agrégée autour de lui, a fait corps. Linda Piperi, avocate de la défense. Pour l'aider avec les enfants et puis pour le soutenir. Il a été très soutenu par la famille, bien sûr. Il est soutenu, il est épaulé. Laurence de Roccaserra, avocate des parties civiles. Il est reçu par la cellule familiale de Jennifer Grant. Loïc, à ce moment-là, est extrêmement entouré. Pour Alison et Amandine, qui s'étaient tant impliquées dans les recherches, les mensonges de Loïc, durant ces 2 semaines, sont impardonnables. Je lui envoie des messages les premiers jours le soir pour lui dire qu'il tienne le coup. Qu'il tienne le coup. Qu'on va la retrouver. Et qu'il garde espoir pour ses filles, surtout. Et je réalise pas. Parce que même si j'ai jamais eu d'affinité avec lui, c'était les seuls 14 jours où je l'avais porté de l'attention, en fait. J'ai porté dans mon cœur, j'ai apprécié quelqu'un qui a commis l'irréparable, qui m'a détruit. Et ça a été plus que brutal, ça a été un immense choc, ça a été affreux, vraiment. Un crime sordide, doublé d'un terrible sentiment de trahison. L'émotion se propage partout dans la région. Les messages de solidarité sont si nombreux que la famille de Jennifer organise un rassemblement pour lui rendre hommage. On a l'idée émerge un peu de tout le monde, hein, des cousines, donc Amandine, moi, de ma maman, de ma tata. On y pense, on a envie pour parler des féminicides, pour que les gens sachent. Ce jour-là, moi, j'avais beaucoup d'amis à moi qui étaient là pour m'épauler, hein, bien sûr. Et donc, je me suis mis en tête de cortège. J'ai porté la banderole et c'est parti. On marche en silence. Et je marche, mais avec une seule image en tête. C'est l'image de quand je suis arrivée sur la place Saint-Nicolas et que j'ai vu tout ce monde et que je me suis dit, waouh, tout ce monde pour Jenny, mais waouh. Centre-ville de Bastia, 13 février 2017. 3 jours se sont écoulés depuis la découverte du corps de la jeune mère de famille.
plus d'1 millier de personnes a répondu à l'appel. Alors dans cette marche blanche, il y a beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Les proches de Jennifer Grant sont en première ligne. Il y a les pleurs. On est sensibilisé par ce qui est arrivé à Jenny. On voudrait que ça se répète plus et que justice soit faite. Ça sert à rien la violence. On peut régler tout par les mots, par la parole. Voilà. Une marche silencieuse où l'on peut lire la tristesse, mais aussi la colère sur les visages. Lentement, le cortège se dirige vers le parvis du palais de justice de Bastia. C'est là qu'Alison, la cousine de Jennifer, en première ligne depuis le début, prend la parole. Sans jamais prononcer le nom de Loïc Janin. Ma cousine, j'avais choisi de prendre un tournant dans ta vie. Mais lui, il en a décidé autrement. Il nous a laissé 14 jours dans l'espoir, puis dans le tourment. 14 jours dans le noir et le néant. Gardez en vous tous ces moments de bonheur que vous avez pu partager avec elle. La mort ne nous a pas laissé le temps de te dire adieu. Je ne te dis pas adieu, mais au revoir. Donc Alison lit son discours en premier, elle pleure, et moi j'essaie de garder la tête haute, j'ai la voix toute tremblante et je me mets à lire le mien. Vendredi 10 février, journée éprouvante. Le matin en cours, je t'écris une petite lettre dans laquelle je te dis que je te retrouverai, que tu ne dois pas t'inquiéter. Le midi, je reçois un message de condoléances, et là, c'est le chaos. Et à la fin, je vois tous ces visages fermés, je vois des larmes, et on se recueille tous. À la gendarmerie, l'enquête se poursuit. Dans sa version, Loïc parle d'un coup de sang, presque d'un accident. Mais les hommes de la brigade de Borgo restent perplexes. Loïc avait-il été déjà menaçant avec sa compagne? À en croire les témoins, l'atmosphère serait devenue vraiment irrespirable. Jennifer, elle a cette envie d'ailleurs. Elle a cette envie d'autre chose. Gilles Antomarchi, avocat de la défense. C'est une jeune femme qui veut vivre. Donc elle avait des relations sentimentales. Une des relations sentimentales qu'elle avait pesait sur le comportement de Loïc qui ne le supportait pas. Je pense qu'en fait, c'est une torture mentale pour Loïc Janin. D'après certains, cette cohabitation forcée aurait provoqué des scènes de ménage de plus en plus virulentes. Des disputes qui auraient même viré à l'affrontement physique. Entre Jennifer et Loïc, il n'y avait eu que des retenues. Dans le cadre d'une dispute, un petit bleu sur le poignet, parce que je te retiens ou que je te maîtrise. Oui, il y a eu des disputes dans ce couple. Il y en a eu pas mal, et je vais vous dire, il y a des témoins dans ce dossier qui ont vu des violences de la part de Jennifer sur Loïc. Une scène de violence rapportée aux enquêteurs par les voisins du couple. Elle aurait eu lieu quelques semaines seulement avant la mort de la mère de famille. C'est-à-dire que Jennifer sort de la maison, Loïc Janin lui court derrière. Cynthia Costa-Sigrist, avocate des parties civiles. Loïc Janin la retient par le bras, c'est-à-dire l'empêche de partir. Et à ce moment-là, en réponse à cette empoignade, Jennifer se retourne et lui porte une gifle au visage. Une tension extrême qui aurait dégénéré à la mi-janvier 2017 lorsque Jennifer décide de quitter la maison avec leurs 2 filles. Une perspective que Loïc n'aurait pas supportée. C'est vrai qu'il a une idéalisation du couple. Linda Piperi, avocate de la défense. Une idéalisation du couple et de la famille.
En fait, il se retrouve dans une situation où l'impossible est advenu. Et par ailleurs, c'est de sa faute. C'est son acte qui a mis un terme à leur amour. Des accusations d'adultère, une séparation qui s'achève en tragédie, le scénario retenu par la justice semble désormais limpide. Loïc a étranglé Jennifer pour ne pas qu'elle lui échappe. Mais pourra-t-il convaincre les jurés de lui accorder des circonstances atténuantes? Cour d'assises de Bastia, 19 janvier 2021. Près de 4 ans ont passé depuis la mort de Jennifer Grant. Loïc Janin est dans le box des accusés. Face à lui, la famille de la victime au grand complet. Amandine et Alison, ses cousines, sont au premier rang. On a même essayé de me dissuader d'aller au procès parce que voilà, pour me préserver, parce que j'avais énormément souffert. Amandine Grant, cousine de Jennifer. J'ai voulu y aller, j'avais besoin d'y aller, je ressentais vraiment ce besoin, même pour Jenny, pour ses filles. Ces 4 jours, on en attend juste que justice soit faite, même si ça nous ramènera jamais Jenny. Alison Prunetta, cousine de Jennifer. Et on se dit que pour tout ce qu'on a fait pour lui, il nous le doit. Il nous doit au moins ça, de nous dire réellement ce qui s'est passé. Alors que la famille attend des réponses, l'accusé, lui, campe sur ses positions. S'il reconnaît avoir tué Jennifer, il n'a jamais, dit-il, exercé de violence sur elle avant le drame. On ressent la souffrance de Loïc Janin à l'audience. Elle est palpable. On ressent surtout qu'il ne rétracte rien de ses responsabilités, qu'il assume. Quand il a osé s'excuser et dire devant la famille qu'il nous aimait toujours et qu'il nous aimerait toujours, c'est très simple. Pour pas voler en éclats, je me suis levée, j'ai jeté mes affaires, je suis sortie de la salle. J'ai dit, je peux pas entendre cet amas de mensonges, ce tissu de mensonges, c'est impossible. Avec les aveux complets de l'accusé en garde à vue, la question de sa culpabilité ne se pose pas. Les débats se focalisent donc sur l'événement qui aurait tout déclenché, la séparation du couple. C'est acté dans la tête de Jennifer. Laurence de Roccaserra, avocate des parties civiles. Elle sait que cette séparation est définitive. Plus la date du déménagement de Jennifer approche, plus Loïc Janin est agressif, plus Loïc Janin est malheureux et plus Loïc Janin ne supporte pas finalement la séparation parce qu'elle est inévitable et parce qu'elle arrive. Une théorie confirmée à l'audience par un premier coup de théâtre. L'accusation fait diffuser un message vocal de Jennifer où elle se dit battue et terrorisée par le comportement de Loïc. 48 heures avant le drame, elle est également victime de violences. Elle va laisser un message téléphonique à un proche qui sera entendu lors du procès. J'avais nullement conscience ni connaissance de toutes ces violences morales, physiques. Je n'avais pas du tout conscience, moi. Ce sera beaucoup plus de violence psychologique. Il est assez malin pour pas laisser de traces et pour moi, l'esquinter de l'intérieur. C'est ma phrase, mais l'esquinter de l'intérieur, quoi. Ouais. C'est dans une atmosphère très tendue que l'accusé tente de se défendre. Et il explique pourquoi ce fameux soir de janvier, il a commis l'irréparable. D'après lui, Jennifer l'aurait poussé à bout. Elle textotait avec un de ses amants qu'elle devait retrouver le lendemain soir, avec lequel elle devait passer la soirée du samedi soir. Et c'était effectivement des messages assez chauds, on va dire, assez coquins. Qui soulignait à quel point son amant actuel était performant. Sébastien Bonifay, journaliste à France 3 Corse. Vraiment, on frappe au-dessus de la ceinture, c'est très 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 violent.
Des déclarations qui font sensation dans la salle de cour d'assises. Pour la défense, c'est parce que Jennifer lui aurait fait lire ses messages érotiques que la situation aurait soudain dérapé. Elle l'a un peu défié avec les messages qu'elle envoyait à cet homme. Une sorte de provocation pour vraiment peut-être l'humilier. Il a parlé d'humiliation. Et là, il y a cette déconnexion totale du cerveau. Gilles Antomarchi, avocat de la défense. Le fusible saute et il y a cet acte qui est un acte terrible. Quant au crime proprement dit, impossible d'en savoir davantage. Dans son box, Loïc Janin affirme n'en garder aucun souvenir. Il invoque encore et toujours ce fameux trou noir. Tribunal de Bastia, 22 janvier 2021. Après 4 jours d'audience, le couperet tombe. L'accusé, reconnu coupable de meurtre, est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Il n'a pas bénéficié de circonstances atténuantes. Un verdict accepté par la famille de la victime comme par la défense, qui ne fait pas appel. C'est remarquable que cette décision satisfasse l'ensemble des parties. C'est extrêmement rare qu'une peine relativement lourde trouve un consensus. Dans ce dossier, 20 ans, c'était une peine qui était attendue. Je trouve que c'est une peine normale. Peut-être que le quantum aurait pu en être inférieur si Loïc Janin n'avait pas eu cette mauvaise réaction après avoir attenté à la vie de Jennifer. Les années ont passé, mais cette tragédie reste gravée dans l'esprit d'Alison et d'Amandine. Pour les 2 jeunes femmes, les souvenirs de Jennifer se mélangent désormais à une infinie tristesse. J'ai que sa tombe pour me recueillir. Je monte de temps en temps et je reste là à attendre. Je sais pas ce que j'attends. Et c'est horrible. Parce que on tourne jamais la page, en fait. Je me demande sans cesse, je me dis, mais j'ai 20 ans, est-ce que quand j'aurai 40 ans, j'aurai encore ces images dans ma tête? Est-ce que ça va me poursuivre encore longtemps? Et c'est très compliqué de rester avec tout ça en tête, quoi. On se dit qu'on aurait peut-être pu la sauver. C'est bête, hein. Mais voilà. Ouais, on s'en veut, je pense. Du moins, moi, c'est ce que je ressens. Je m'en veux. De ne pas avoir peut-être été plus présente. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.